Les rois nous saoulaient de fumée, paix entre nous, guerre aux tyrans. Appliquons la grève aux armées, crosse en l'air et rompons les rangs. S'ils s'obstinent, ces cannibales, à faire de nous des héros, ils sauront bientôt que nos balles sont pour nos propres généraux. José Gotovitch, une histoire de la résistance communiste en Belgique, est-ce que ça peut encore susciter l'intérêt du lecteur ? Quel est l'intérêt de faire un ouvrage? Mais écoutez, nous voyons aujourd'hui que les enfants de collaborateurs sont mis sur l'avant de la scène, que la collaboration a suscité des travaux, des émissions. Je crois qu'il y a un retour nécessaire à une image réelle de la résistance qui est renvoyée le plus souvent au folklore, à l'ironie ou bien à la grandiloquence. Et il est nécessaire d'ajuster la réalité résistentielle, si je peux utiliser ce mot vilain, à ce qu'elle fut à travers non seulement sa signification, ses ambitions, mais ce que j'ai considéré aussi comme essentiel, à travers les hommes qu'il a et les femmes qui en ont été l'essence même. Et je crois qu'on ne saisit un mouvement avec justesse que si l'on part aussi des hommes qui l'ont fabriqué, et ça nous permet précisément d'éviter la grandiloquence, le faux héroïsme, la légende, pour aborder cette réalité du quotidien et de l'héroïsme réel qui n'est souvent pas là où on le met. Évidemment, dans votre travail, dans votre livre, il y a cette grande place qui est réservée aux femmes et aux hommes, qui ont fait réellement la résistance, mais on peut suivre aussi la stratégie d'un parti qui est lié à l'international, qui est un peu le front arrière du front soviétique, et qui va avoir une tactique qui se modifie au fur et à mesure de la guerre, parce qu'on démarre d'une idée de lutter contre les impérialismes, ni Londres ni Berlin, et puis on va évoluer vers un patriotisme, disons. Oui, c'est un peu ce que j'ai voulu, ce que d'abord j'ai constaté. Ça, c'est la première chose, c'est que l'historien découvre la réalité quand il la remue. C'est que le discours, effectivement, comme vous le dites, s'est modifié avec la politique de l'international, évidemment, qui a évolué de cette position anti-impérialiste sectaire qui faisait la part belle, il faut bien le dire, à l'hitlérisme dans l'équivalence de responsabilité par rapport à l'impérialisme britannique, à l'époque c'est de celui-là qu'on parlait, vers le fait d'assumer le contenu patriotique de la guerre, c'est-à-dire la défense de la démocratie bourgeoise, qui était celle que nous vivions, mais qui était une démocratie parlementaire, inspirée malgré tout des idées de 89, que niait de manière absolue le régime nazi et dont il fallait se débarrasser. Et c'est cette évolution qui, et c'est ce que j'ai cru pouvoir démontrer, n'est pas simplement une évolution que Staline a décidé dans le sombre cabinet qui l'habitait. Vous savez, il travaillait toutes les nuits, très tard, et il travaillait la nuit. Mais ce n'est pas uniquement un déclic de l'internationale communiste qui a modifié le cours des événements. C'est bien entendu l'invasion de l'Union soviétique par les Allemands, mais déjà bien avant, et c'est ce que j'ai pu découvrir et mettre en évidence, c'est que le tournant, il se fabrique dans les pays occupés eux-mêmes. Parce que, par la volonté de refuser l'ordre nouveau, parce que là, jamais le Parti communiste n'a accepté l'ordre nouveau, c'est-à-dire en fait le terrorisme fasciste sur l'État, il y a, à travers ce refus, on va redécouvrir l'importance de la lutte sociale. Les grèves se déclenchent dès septembre, la lutte contre les organismes de collaboration,
et l'on va petit à petit découvrir que le mot d'ordre d'isolation, si vous voulez, tous contre tous, est impossible à vivre. Et donc les communistes en Belgique commencent la résistance bien avant l'invasion de l'Union soviétique. Tout à fait. Pour moi, c'est un constat tout à fait évident dans la mesure où qu'est-ce que la résistance? C'est d'abord l'opposition structurée à ce que veut l'occupant, à l'ordre nouveau qu'il impose. Alors, lorsqu'on déclenche des grèves pour revendiquer des augmentations de salaire qui sont interdites, lorsqu'on manifeste dans les rues, comme les femmes vont le faire à l'instigation de femmes communistes dans Bruxelles, pour réclamer plus de pain, quand on fête, et ça c'est pas les communistes qui le lancent, mais des fêtes patriotiques comme le 11 novembre, eh bien c'est s'opposer à l'ennemi. Et quand on va commencer dès septembre à éditer des journaux clandestins qui mettent en danger ceux qui les font, ceux qui les diffusent, ceux qui les impriment, enfin donc ceux qui les font, eh bien on fait de la résistance. Et donc ça, ce mouvement-là, il mûrit au cours des mois qui précèdent le 22 juin. Et le fameux appel au front de l'indépendance qui date du mai 1941, c'est la concrétisation de cet appel et de cet abandon de la politique, disons, sectaire, qui mettait Londres et Berlin sur le même plan. Mais un certain nombre de communistes espèrent tout de même que la résistance va déboucher non seulement sur la défaite de l'Allemagne, mais sur la révolution. Je me souviens avoir lu dans votre livre un témoignage d'un commandant des partisans de Charleroi qui disait en 1943 « Si je savais que la révolution ne suit pas la guerre, j'abandonne ». C'est évident, parce que parmi les communistes, dans la mesure où leur combat est un combat d'avant-garde dans la résistance, c'est eux qui définissent, si on veut, la ligne violente qui appelle au terrorisme contre le terroriste, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? On veut terroriser les terroristes, c'est un peu ça le sens de l'action contre les collaborateurs, où l'on va abattre les bourgmestres rexistes qui acceptent on va les abattre, et ça c'est pour faire peur, effectivement. Il y a toute une pratique de la peur. Il est évident que la violence qui est déclenchée, elle ne peut pas être anodine, et pour beaucoup de communistes qui se forment avant la guerre, mais beaucoup dans la guerre, il y a en perspective un changement de société. Et effectivement, on peut dire que dans les rangs communistes, stricto sensu, il y a cette espérance que ce ne sera plus jamais comme avant. Mais il y a l'espérance et il y a la réalité des faits. Et la réalité des faits, c'est que le Parti communiste parvient, et c'est ça son mérite, à mobiliser une population, non pas pour la révolution, mais pour jeter l'occupant hors du pays, qui était son motif essentiel, sans abandonner, disons, idéologiquement les perspectives, mais en sachant très bien qu'il ne fera l'unité, et c'est à cela qu'il appelle, c'est ça la quintessence de la création du Front de l'Indépendance, c'est faire l'unité de tous ceux qui combattent le nazisme. Il ne fera pas cette unité au nom de la révolution. La Belgique, c'est la Belgique, et il se croit que l'un de ses mérites, c'est d'avoir pu assimiler cette notion-là et de réussir parfaitement, dans le but qu'il s'était assigné, unir la population contre l'occupant. Mais, évidemment, en chemin, il abandonne, il faut bien le dire, l'idée que c'est demain la révolution. Et en fait, au moment de la libération, les communistes de Belgique sont frustrés de leur victoire. C'est-à-dire qu'on va les frustrer très fortement, parce que c'est ce qu'un peu... Ils ont fait d'énormes sacrifices. Exactement, et c'est un peu le sens du titre du rouge au tricolore, c'est-à-dire qu'effectivement, ils s'investissent totalement dans cette lutte démocratique, en fait, dans cette lutte patriotique, c'est vrai, ils vont tout sacrifier à cette lutte patriotique. Et notamment, ils ont construit une des forces qui aurait pu subsister après-guerre, parce que c'est un peu ça, le Parti communiste, c'est une fraction agissante,
mais il n'a pas d'Interland, il n'a pas ces organisations de masse dont jouissent le Parti socialiste, les chrétiens, donc le pilier, comme on a dit, hein, ils n'en disposent pas. Et ils ont cru que la résistance allait pouvoir leur fournir ce pilier. Et là, effectivement, ils vont tout sacrifier à l'unité, par exemple. Ils vont sacrifier leur syndicat qu'ils ont créé de toutes pièces dans la clandestinité, à l'unité de la FGTB. Ils en seront exclus. Et puis, évidemment, très peu de temps après, par la pratique administrative où excellent les socialistes, traditionnellement des professionnels du syndicalisme, si je puis dire, ils vont être éliminés par incompétence, tout simplement, technique, si l'on peut dire, et puis leur politique sectaire qui va reprendre au moment de la guerre froide. Mais ils vont être éliminés de ça. Et très habilement, le gouvernement Van Acker les gouvernements vont jouer sur l'éloignement de la libération le plus possible pour procéder aux élections. Ce qui fait qu'elles n'interviennent qu'en février 1946. Vous voyez, ils ont déjà perdu beaucoup de leur contrat. Et les espérances seront, hélas pour eux, totalement non réalisées. Et on voit très bien qu'ils s'attendaient à un succès électoral beaucoup plus éclatant. Mais le temps a déjà passé, la guerre froide a déjà éclaté. On les a tout de suite traités de tous les noms, pas que les communistes, les résistants en général ont mauvaise presse dans ce pays. Vous savez, dès octobre 1944, la libre Belgique se déchaîne contre ces voyous. Pour eux, les résistants sont des voyous, sont des fauteurs de troubles, et il faut s'en méfier. On ne va pas incorporer les régiments des partisans comme tels dans l'armée. On va accepter avec difficulté leur recrutement individuel. Partout, on va les refouler. Et quand le gouvernement de Londres prépare la libération, et qu'il donne des instructions à ceux qui seront sur le terrain les premiers, on leur dit toutes les institutions et les forces et les groupements auxquels ils pourraient faire appel pour structurer le pouvoir, c'est en 25e place qu'on y voit les organisations de résistance. Ils ne seront pas du tout associés à la victoire. Dans le sous-titre du livre « Du rouge au tricolore », moi je vois aussi une autre dimension. C'est que on part d'une situation, je dirais, internationaliste, où beaucoup d'étrangers ont leur part dans la résistance, et en fait, au moment de la libération, on va effacer cet aspect-là pour nous montrer qu'une résistance patriotique dans laquelle, évidemment, les Juifs, les Italiens, les Soviétiques, les Polonais n'ont guère de place. C'est évident, c'est une réalité, effectivement, et même, j'irai plus loin que vous, c'est-à-dire que alors que le Front de l'indépendance est né en réalité à Liège sous le nom du Front wallon pour l'indépendance du pays, cette notion wallon va être gommée. Aussi, on va faire l'unité patriotique belge, et on va effectivement éliminer toutes les traces de fractions extérieures à la patrie belge, et alors que les Juifs, les Italiens, pas mal d'Espagnols encore, ont fourni des régiments, enfin des forces importantes à cette résistance concrète, et bien souvent dans les postes les plus dangereux et dans l'action la plus violente et la plus exposée, on va gommer cela. Et il faudra faire silence sur cet aspect, on est tous belges. Et cette notion-là va peser très fort, et il faudra attendre pas mal de temps, et avec beaucoup de réticence d'ailleurs, pour qu'il accepte d'exposer. Ce qui n'est pas le cas au niveau individuel, parce que les résistants italiens, les résistants polonais, juifs, etc., qui vont être l'objet de certaines mesures, parfois d'expulsion, vont être défendus par les organismes communistes, par les avocats communistes, mais c'est au plan individuel. Mais effectivement, vous avez tout à fait raison, alors que les étrangers ont pris une part importante à l'action, et souvent à l'action la plus dangereuse, notamment dans les partisans armés, on va gommer cet aspect-là jusqu'à des appellations de titres qui camouflent en fait l'existence de ces groupements. Le livre est un livre sur la résistance en général en Belgique, mais vous connaissez quand même mieux, je dirais, la géographie politique
de la résistance à Bruxelles et il focalise probablement sur la résistance communiste à Bruxelles. Oui, il y a deux raisons à cela. La première, c'est que la réalité nous donne effectivement des foyers de résistance intenses et Bruxelles en est un, avec Liège notamment, et donc c'est un nid important, très important de résistance, mais aussi il se fait que je travaillais au départ sur les hommes et sur les femmes, et donc ceux qui ont fait cette résistance. Et j'ai donc eu la chance de disposer d'archives qui m'ont donné, mais véritablement, le quotidien de cette résistance communiste organisée à Bruxelles grâce aux imprudences en fait de quelques militants qui ont conservé des documents fabuleux que j'ai pu utiliser et qui m'ont ouvert les yeux sur ce qu'était dans le quotidien la vie d'un résistant et l'activité du résistant. Ce dont j'ai disposé pour Bruxelles, je ne l'ai pas cherché très loin pour les trouver à Liège, dans le Borinage ou dans le Hainaut, enfin en général, c'est Bruxelles qui était mon point de départ. C'est sur Bruxelles que j'ai pu construire le modèle, le définir, le découvrir d'abord, le définir et en donner, je crois, une vision tout à fait originale parce que allant au fond des choses. À l'époque où vous avez écrit votre thèse, il y a quelque chose de très original, c'est que vous considérez les résistants, mais aussi les résistantes, oui. Et que vous accordez à la vie personnelle des résistants une place importante. Et les femmes, naturellement, font partie de cette vie personnelle. Tout à fait. Cette vie personnelle, à tout point de vue, dans la mesure où le résistant, c'est aussi une résistante, vous l'avez souligné, mais elles vont jouer pas simplement le rôle de laver la vaisselle et de porter le courrier. Bien sûr, elles vont le faire de manière la plus importante. Effectivement, il y a des courrières, il y a des secrétaires qui tapent les documents parce que la résistance communiste produit un nombre de documents extraordinaires puisque tout se fait clandestinement, sans les rencontres, on ne sait pas qui est qui, donc il faut tout expliquer. Et le Parti communiste est très rigoureux sur l'application des règles et sur la vigilance. Et la clandestinité. Voilà, sur la clandestinité. Et donc tout ça se fait par écrit. Bon, donc beaucoup de rôles de secrétaire, de dactylo, mais aussi de courrière, mais également des femmes qui vont assumer des directions de résistants, y compris parmi les partisans armés, dirigeants des corps comme à Namur avec Régine Orfinger, l'état-major avec Buncha Krupnik. Il y a vraiment des rôles actifs dans la structure même de la résistance communiste. Des femmes jouent un rôle essentiel, Antonina Grégoire, enfin vous avez toute une série de femmes qui ont assumé vraiment des responsabilités. Ce que je voudrais souligner en passant, c'est que toutes ces responsabilités et même l'importance, je dirais, proportionnelle des femmes dans l'appareil communiste de guerre ne va pas se retrouver au lendemain de la guerre. Elles retournent à leurs activités traditionnelles. Elles ne profitent pas de leur... Oui, exactement. Très peu vont émerger et vont subsister dans l'appareil. Elles vont reprendre leur vie. Il y a aussi un autre aspect, c'est que la guerre, et ça c'est un aspect que j'essaie d'aborder parce que je crois qu'il a son importance, crée des rencontres, brise des ménages, en reconstruit de nouveau et surtout produit des deuils lourds, profonds, avec des couples qui perdent l'un ou l'autre, des partenaires dans la répression qui vont être exécutés, qui vont partir. Je prends par exemple l'exemple de Jean Guilissène qui va être fusillé, qui avait une compagne, Félicine Lévin, qui va disparaître dans les camps. Il y a Jean Burgers. Et Jean Burgers, bien entendu, qui disparaît par rapport à la femme qui continue son action. Il y a Rita de Monceau qui reprend le travail le travail résistant qu'a mené son mari et qui a été abattu lors d'un fort Chabrol. Il y a là effectivement des femmes tout à fait remarquables. Tout le réseau Comète, pour sortir des communistes, mais tout le réseau Comète était bâti sur des femmes pratiquement. Donc la femme est importante et la relation à la femme est importante. Et dans le Parti communiste et la résistance communiste, on en tient compte, on leur fait large place.
Le problème est qu'elle ne va pas demeurer. La résistance communiste, c'est un sujet qui ne vous laisse pas indifférent. Non. Est-ce que c'est un obstacle au travail scientifique, ou bien au contraire, est-ce que ça permet d'y entrer avec plus de compréhension, d'empathie? Je crois que votre question donne la réponse. Il est évident que la résistance ne m'est pas indifférente, c'est un de mes souvenirs héroïques non vécus, comme le disait Régis Debray, mais elle permet cette empathie effective que je ne dément absolument pas, m'a permis de mieux, je crois, comprendre, pénétrer les raisonnements, suivre les démarches, vivre cette résistance avec les sujets que j'étudiais. Et je crois malgré tout, et je crois que mon jury, puisque c'est un doctorat, j'avais un jury, a bien perçu que ça n'avait pas empêché disons, le sérieux du travail, et tout, avec toute la distance historique, enfin la distance critique que je crois, et je suis même persuadé d'avoir mis volontairement, parce que je n'ai pas été dupe des emportements et des dérives, mais j'ai pu mieux les comprendre. Et je crois que je peux mieux les relater. Une proximité. Par une proximité. Je ne dis pas qu'il faut toujours être proche de son sujet, mais je crois qu'ici, ça aide. Pour terminer, je voulais vous demander comment vous expliquez qu'aujourd'hui, on met tellement l'accent sur les aspects négatifs, disons, de la résistance, que vous n'éludez pas du tout dans votre ouvrage, c'est-à-dire les traîtres, la provenance des fonds, leur utilisation, la participation des résistants dans l'épuration. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se focalise sur ces aspects négatifs alors qu'on pourrait aussi avoir une mémoire d'une résistance héroïque? Cette vision négative, elle n'est pas nouvelle. Elle a démarré dès le lendemain de la libération. Les résistants étaient des gens dangereux. Mais aussi, il faut le constater, la résistance avait une tonalité où les communistes ont joué un rôle essentiel. Et pour beaucoup, c'était une assimilation. Donc la résistance, c'était de dangereux communistes, fondamentalement, aux yeux de tous les autres, si vous voulez. Et donc, on n'a pas voulu la mettre en exergue, on l'a célébrée de manière héroïque, et puis on a tout de suite voulu montrer la force des courants négatifs. On a insisté sur les liquidations, alors qu'il y en a eu très peu en Belgique par rapport à la France, et ça n'a pas été entretenu par une vision qui pouvait être sérieuse, sur laquelle pouvaient se baser des arguments. Ce qui fait que les injures, les visions négatives ont prédominé, parce que ce qu'on leur opposait, c'était, on peut dire, une histoire des contes de fées, de l'héroïsme, etc. Or, il faut bien se rendre compte que la résistance, c'est beaucoup plus que des actes isolés. On voit le résistant avec une mitraillette. Mais sur la vraie résistance, combien ont eu une mitraillette? La vraie résistance, c'était soutenir le moral des gens, c'était les dresser contre leurs nouveaux. Et ça se faisait avec des manifestations réduites, mais avec des journaux clandestins, des tracts, des grèves, et pas la mitraillette. Et donc cette vision un peu faussée du résistant n'a pas résisté, si je puis dire, à des attaques violentes sur des débordements ou des actes qui n'étaient pas fondés. Donc nous avons là systématiquement une déconsidération de la résistance, et avec la libération de la parole aujourd'hui, eh bien tout ça prend. Il faut aussi ne pas oublier que notre pays est un pays qui a deux visions et deux mémoires, si l'on peut dire, et que la droite flamande a très rapidement revendiqué et assumé la collaboration. Je n'ai pas besoin de démonstration, et ça a ajouté à cette hostilité envers la résistance. Et donc il n'y a pas de mémoire de la résistance qui se soit transmise à travers les cours d'histoire, les manuels. Très peu,
disons que... Il n'y a pas de héros de la résistance. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de personnage symbolique. Il y en a quelques-uns qui mériteraient d'endosser. Il n'y a pas l'équivalent de Gabriel Petit. De 14-18, non, effectivement. Il n'y a pas l'équivalent. Il y a des gens qui ont eu des attitudes héroïques, effectivement, mais ceux-là, on ne les a pas exaltés comme on a exalté le patriotisme. 14-18, vous avez tout à fait raison.